Si toi aussi tu te demandes c'est quoi un doctorat, tu es au bon endroit. Je suis Rony Abessidan, un doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et aujourd'hui, je vais t'aider dans tes recherches. Le doctorat, c'est un parcours flou, méconnu et peu valorisé en France. Il est temps de le démystifier. Avec thèse, antithèse, synthèse, le doctorat n'aura plus de secret pour toi. L'épisode va bientôt commencer. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est très particulier. Très particulier parce que j'invite pour la première fois des auditeurs du podcast, je devrais dire peut-être même des fidèles auditeurs du podcast, à témoigner sur leur propre expérience. Mais l'expérience de quoi au juste? Alors, je vous rassure, ça parle toujours de doctorat ici. Mais pour cette fois, je vous propose de parler de l'expérience du doctorat quand on décide de le démarrer longtemps après ses études. Et oui, figurez-vous que tous les doctorants ne sortent pas directement de master. Il y a aussi des doctorants et des doctorantes qui ont enchaîné des CDI et qui se sont dit un jour qu'un doctorat, ce serait pas mal quand même. Alors pourquoi vouloir se lancer dans un doctorat quand on est déjà loin des études? À quel point c'est difficile d'en décrocher un dans ce contexte? Et comment équilibrer sa vie pro et sa vie perso dans ce cas? Nous allons aborder dans toutes ces questions et bien d'autres dans cet épisode avec nos 4 invités du jour qui vont comme d'habitude se présenter tour à tour. Alors je propose qu'on commence par la présentation d'Inès. Bonjour, donc moi c'est Inès Zaïd, je suis architecte urbaniste et je suis doctorante à l'université de TU Delft où j'enseigne aussi et où je fais une thèse sur l'adaptabilité des bâtiments en espace urbain. Euh, et très brièvement, pardon, mon parcours, c'est que j'ai fait ma licence à l'école d'architecture de Nancy. Ensuite, j'ai fait un master à l'université d'Oxford Brookes en Angleterre et un post-master à l'université de Cardiff au Pays de Galles. Et j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie avant de me lancer dans ma thèse. Ah, voilà, profil super intéressant. Donc je disais à Inès avant que je ne connaissais personne qui avait fait un doctorat en architecture. Donc je suis trop content d'avoir Inès avec nous aujourd'hui. Du coup maintenant on peut passer à la présentation d'Arnaud. Oui, bonjour. Donc, je suis Arnaud Bougaham, doctorant en intelligence artificielle appliquée à l'industrie depuis 4 ans à l'université de Namur en Belgique. Et je suis également ingénieur donc, chez Aisin Europe, qui est un équipementier automobile filiale du groupe Toyota depuis 16 ans maintenant, qui est en Belgique également à Mons. J'ai, j'ai 39 ans, je suis en couple, j'ai 2 enfants, j'habite Valenciennes. Et donc Valenciennes, c'est la ville dans laquelle j'ai fait mes 5 ans d'études, dont un R1 en Erasmus à Barcelone. Donc comme vous l'entendez, hein, je suis un pur produit européen également, Espagne, Belgique et France. Et donc j'ai eu la drôle d'idée aussi de cumuler de manière équilibrée, puisqu'on est sur du 50-50, mon emploi d'ingénieur avec ma formation de chercheur à travers le doctorat. Super, merci beaucoup. Alors là aussi on voit un profil très intéressant. Tu cumules vie de famille avec le doctorat alors que ça fait des années que tu étais dans un CDI. On va en reparler, ça va être hyper intéressant. On peut passer maintenant à la présentation de Jihan. Donc bonjour, je m'appelle Jial Shahari, j'ai 44 ans et je suis doctorate in business administration, donc je suis titulaire d'un DBA et je travaille dans l'assurance de personnes depuis 18 ans. Super, merci Jihan pour ta présentation. Alors il faut savoir que Jihan, c'est la seule personne de l'épisode qui a déjà fini son doctorat. Donc elle a fait comme tout le monde un doctorat longtemps après ses études. Elle a déjà fini en 2020. Donc on va pouvoir parler un peu de sa prise de recul par rapport à ce sujet. Et enfin, on va enchaîner avec le dernier invité, Christine. Oui, donc je m'appelle Christine Valin. De mon côté, j'ai 55 ans, je viens de l'éducation nationale. J'ai travaillé 20 ans en tant que professeur d'éducation musicale en collège en Bourgogne. Ensuite, pendant 4 ans, j'étais en détachement en tant que rédactrice en chef des cahiers pédagogiques, une revue pour les enseignants donc à Paris. Et enfin, j'ai été pendant 7 ans inspectrice de l'éducation nationale dans le Nord. Et donc, cette étape du doctorat, c'est ma 4e étape professionnelle et également ma 4e reprise d'études après la musicologie, les sciences de l'éducation, philosophie et management aussi. Et l'année dernière, j'étais en Master 2 recherche en sociologie des âges, de la santé et des vulnérabilités à l'Université de Lille avec Vincent Karadec comme directeur de recherche. Et j'ai obtenu aujourd'hui et pour 3 ans un contrat doctoral, toujours avec l'Université de Lille et toujours avec Vincent Karadec pour poursuivre une recherche que j'ai entamée, cette fois sur les
parcours de vie des directeurs et directrices d'EHPAD. Très bien, encore super intéressant. On voit que tu as enchaîné plein de carrières avant de commencer ton doctorat. On va reparler de tout ça. Alors du coup, pour cet épisode, étant donné que je veux poser plus ou moins les mêmes questions à tous les invités, je propose qu'on pose les questions une fois, et ensuite je vais distribuer la parole pour recueillir les témoignages. Donc bien évidemment, si quelqu'un veut réagir à ce que raconte un invité, donc si un invité veut réagir à un autre invité, il peut le faire, et ça pourra même servir de transition carrément pour répondre à la question du moment. Donc du coup, on va commencer. Alors, j'ai plein de questions pour vous, et je pense que c'est des questions que tout le monde se pose dans ce contexte. Première chose, la première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans un doctorat après avoir finalement enchaîné donc des CDI qui sont plutôt des carrières stables, alors qu'en priori, on pourrait penser que c'est pas forcément un choix très intelligent, puisque là, qui vont dire que vous sortez du monde professionnel et que finalement, le doctorat, ça va pas vous rémunérer à la hauteur de ce que vous devriez avoir. Donc, ce serait super intéressant d'analyser un peu déjà, premièrement, vos motivations. Donc, j'aimerais commencer par exemple par, tiens, les motivations d'Arnaud. Arnaud, pourquoi tu t'es lancé dans un doctorat, après tes années de salariat? Donc, je pense que les motivations, elles trouvent leur source dans deux plans, quoi, le plan personnel et puis le plan professionnel. D'abord, sur le plan personnel, je pense qu'il y a une histoire de personnalité. Il y a un trait de personnalité qui est un peu commun comme ça entre tous les doctorants, j'ai l'impression, et c'est aussi mon cas. Alors, on parle de curiosité intellectuelle, peut-être d'hyperactivité ou de goût de la compétition, mais la compétition saine, quoi, envers soi-même, le goût du défi, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment ce trait de personnalité-là où finalement je m'ennuie assez rapidement dans les choses que je maîtrise déjà et pour lesquelles j'ai déjà fait un peu le tour. Ensuite, le fait de pouvoir aussi changer de rythme, hein, le rythme effréné de l'industrie, c'est aussi quelque chose qui peut être un peu prenant et de temps en temps de pouvoir voilà, se stopper, prendre le temps d'étudier, de maîtriser un sujet pleinement, ça résonne pas mal avec l'exercice du doctorat. Le côté un peu solitaire aussi, hein, l'exercice est un peu solitaire en concurrence avec tout le réseau qu'on a et tous les collègues, tous les échanges qu'on peut avoir avec une vie professionnelle. Bah, voilà, c'est quelque chose qui peut aussi euh, se- se- être- on peut se satisfaire de ça, je dirais, dans l'exercice doctorat. Et puis sur un plan professionnel, ben, ça vient nourrir des ambitions de carrière, quoi. Donc évidemment, on peut élargir son réseau, mais on peut élargir aussi ses compétences, euh, voir les choses différemment. Donc par rapport à une problématique, changer un peu de casquette et puis apporter une autre vision et, euh, et en quelque sorte proposer à l'employeur voilà, un peu plus de diversification à travers son profil. Et puis alors le dernier point, je dirais aussi, c'est que donc nous, industriels, hein, on essaie de garder le contact avec le savoir-faire universitaire et donc bah ici, quelque part, moi je fais un peu le trait d'union, je suis à la fois universitaire et également ingénieur. Et donc ça permet quand même voilà, de garder un peu de fraîcheur dans ce qui se fait à l'université, donc tout ce qui est un petit peu état de l'art, etc. Et puis tout simplement de faire avancer un domaine scientifique, hein. C'est quelque chose aussi qui est gratifiant de pouvoir participer à augmenter le savoir en quelque sorte. Bah voilà, c'est vraiment une belle source de motivation également, quoi. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses. Il y a notamment une volonté déjà personnelle, puisque tu dois effectivement, tu as une sorte de curiosité insatiable qu'on partage chez tous les doctorants. L'idée de toujours vouloir en savoir plus, de jamais être, de vouloir, enfin, d'en avoir marre d'avoir fait le tour et de vouloir changer de sujet d'un coup. Très intéressant ce que tu as dit. Et aussi, effectivement, je trouve que le dernier point sur lequel tu as insisté, c'est pas mal non plus l'idée de dire que les entreprises commencent enfin, savent qu'en fait, en vérité, il y a des choses intéressantes à retirer du monde universitaire. Et donc, du coup, c'est intelligent d'avoir au sein de l'entreprise, finalement, des personnes qui peuvent faire le pont avec les universités pour pouvoir justement faciliter les échanges avec les universités. Et puis même aussi la question du rythme, je suis d'accord avec toi que, enfin c'est sûr que quand on est dans une entreprise, en général il y a un objectif de rentabilité, même pas en général, c'est tout le temps il y a un objectif de rentabilité, ce qui fait que
on a envie que les choses avancent vite et ça passe. On n'a pas le temps de creuser des choses. Des fois, il faut juste aller à l'essentiel. Et si ça marche, on n'ira pas plus loin. Alors que dans le doctorat, tu peux te permettre de t'évader un peu, d'aller un peu plus loin sur les pistes, parce que de toute façon, tu ne vas pas perdre. Enfin, tu vois, tu ne perds pas le temps, en quelque sorte. Effectivement, le fait voilà, de pouvoir se poser à un moment donné sur une durée, moi par exemple, c'est 6 ans, hein, donc 6 ans à décortiquer un sujet et puis d'essayer justement d'apporter sa pierre à l'édifice, bon, bah, c'est très clairement quelque chose qui est impossible en industrie, quoi. Donc, il y a quand même cette notion de retour sur investissement, même au niveau doctorat, mais disons qu'on laisse le temps d'aller jusqu'au bout des choses, de s'aventurer sur des axes qui sont peut-être un peu moins prometteurs, donc sur lesquels on n'aurait pas misé dès le début, mais au moins on y va quand même. Et puis, ne serait-ce que de fermer la porte à quelques idées, un axe qu'on aurait pris euh, parce qu'on sentait que c'était prometteur, et bien rien que ça, c'est déjà faire de la recherche et puis avancer, se dire, bon, bah voilà, on a été jusqu'au bout, ça n'a pas bien marché, ça a pris du temps, mais voilà, on avance comme ça, quoi. Donc effectivement, cette notion de temps est très très importante. Et moi, ça me tenait à cœur quand même de reprendre un petit peu de temps pour aller jusqu'au bout des choses. Ouais. Mais du coup, alors ça, je me rendais pas compte. Tu viens de dire que c'était 6 ans. C'est 6 ans parce qu'en fait, il faut aussi pouvoir travailler sur un job en parallèle sur ton entreprise, c'est ça? Ouais, c'est absolument ça. Donc en Belgique, c'est 4 ans ou 6 ans le doctorat. Donc c'est 6 ans pour les personnes qui donnent des heures d'enseignement ou alors qui sont à mi-temps, comme c'est mon cas. Donc si tu veux, 50% de mon temps, je le passe dans mon emploi d'ingénieur et puis l'autre 50%, bah, je suis chercheur, quoi. Et donc ça revient à 3 ans comme en France en quelque sorte. Ouais, Il faut être vraiment courageux, bravo à toi. ouais, merci. Du coup, maintenant, on peut passer par exemple à Christine. Tiens, Christine, toi, pourquoi tu as décidé de te lancer dans un doctorat après, du coup, tes multiples carrières? Oui, alors tu parlais tout à l'heure de carrière stable. Alors à la fois, effectivement, je suis fonctionnaire depuis que je suis rentrée dans la vie active en 1991. Mais depuis, j'avais repris plusieurs fois des études. Et en ce sens, finalement, c'est quelque chose dont j'avais l'habitude. C'est dans la suite d'une formation tout au long de la vie. Donc il y a quelque chose qui, pour moi, était assez proche, même si il a fallu qu'on me dise, mais et si tu envisageais un doctorat, je ne pensais pas être au niveau ou pouvoir avoir cette ambition-là. Et puis ma reprise d'études, d'abord ça a été pour des raisons personnelles, puisque j'avais besoin de retrouver de la mobilité pour aller m'occuper de ma mère. Donc j'avais envisagé d'abord un master en distanciel. Et puis j'ai fait toutes les démarches. Et après son décès, j'ai décidé de poursuivre quand même ce mouvement et de me lancer dans ces études longues en tentant d'obtenir un contrat doctoral. Et j'avais 2 raisons essentielles pour ce doctorat. D'abord, je suis dans une démarche de reconversion professionnelle pour passer de l'éducation au grand âge pour mes dernières années de travail, 6, 7, 8, on verra. Et ces 2 domaines étaient pour moi des domaines qui ont du sens et j'ai besoin de ça dans mon travail. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a fait que je me suis lancée. Ensuite, j'y vois toujours une forme de suspens. Alors, c'est un suspens relatif, c'est un suspens temporaire, mais un suspens où réfléchir, lire, écrire, ce qui était beaucoup plus difficile lorsque j'étais en fonction d'inspection. On est, comme on dit, dans l'opérationnel toute la journée. Et j'aime bien l'image de la montgolfière. Je vois beaucoup ça pour la thèse. La montgolfière depuis laquelle on voit et on entend le monde, mais sans y être plongé comme je l'étais dans ma précédente fonction. Et comme je suis en sociologie, en plus, ça me donne des outils pour analyser tout ça, pour analyser aussi mon parcours, comme j'analyse les parcours de vie des directeurs et directrices d'EHPAD. Donc ça, c'est maintenant que j'ai fait le pas, c'est une raison qui est je vais donner 2 raisons aussi qui me font dire qu'est-ce que j'ai bien fait. Donc, une raison, c'est mon sujet de recherche, les parcours de vie des directeurs et directrices d'EHPAD. C'est enthousiasmant de découvrir ce qui a été fait en sociologie sur ce sujet-là.
Je l'expérimente sur moi puisque je suis en train de chercher une méthodologie pour les directeurs et directrices. Je suis ma propre cobaye. Et puis, une autre raison, c'est que je travaille avec beaucoup de collègues qui ont 30 ans de moins que moi. Et ça me donne un autre regard sur le monde. Je lis le monde à travers leurs craintes, leurs espoirs, leurs fragilités. Et peut-être que mon regard fait la même chose pour eux aussi. C'est vraiment sympa comme retour. En fait, je pense qu'on retrouve un peu deux choses que les gens recherchent en général quand ils font un doctorat. Première chose, c'est être stimulé intellectuellement. Donc là, tu viens de le dire, le fait que tu te retrouves dans les études et tout, tu te remets à faire des activités que tu avais peut-être perdu de vue avant. Et en plus que tu adores, vraiment, ça te motive. Et il y a aussi la volonté d'avoir un impact à travers ces recherches, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de très fort qu'on retrouve dans ton témoignage. Oui, oui, oui. Vraiment, le sujet, c'est à la fois le creuser moi et ensuite partager. Là, c'est une démarche participative. Donc, je travaille avec les directeurs et directrices d'EHPAD. Et puis, l'idée de faire connaître leur vécu, leurs difficultés, leur parcours également. Tout à fait. C'est bien résumé. Super intéressant, c'est des raisons, je pense, qui doivent être partagées par pas mal de monde. Euh, on va revenir après, j'ai d'autres questions pour toi, Christine, ça me fait penser à plein de choses là. Mais on peut passer peut-être à Inès maintenant. Inès, pourquoi tu t'es lancée dans un doctorat en architecture? Je trouve que c'est une super question, puisqu'on me la pose assez souvent. Je vais rejoindre du coup ce que les deux autres invités ont dit. La première chose, c'est d'avoir enfin le temps de pouvoir se pencher sur les questions. Euh, Quand on est architecte, le temps il passe très vite. On a 2 ans, 3 ans pour développer des projets de bâtiments, mais ça va à un rythme absolument effréné. Et du coup, c'est quand même bien de pouvoir se poser, de pouvoir un peu se pencher sur des aspects de la conception, l'utilisation des outils informatiques, etc., pour pouvoir justement aller euh, au cœur des choses. Et ça me lie du coup à la deuxième raison, qui est donc une passion, une fascination pour le sujet, euh, et du fait que il y a une urgence en fait dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et il y a beaucoup d'impact qui est nécessaire et qui peut seulement être généré par le monde de la recherche. Je pense au changement climatique en particulier, où notre domaine a un impact absolument colossal. Et du coup, ça donne un espèce de motivation en fait pour pouvoir faire quelque chose. Mais quand on est dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas l'argent et il n'y a pas cette espèce de luxe justement de pouvoir fouiller et de pouvoir essayer d'avoir un impact à plus grande échelle en fait. Et donc moi, j'avais toujours su que je voulais faire de la recherche dès que j'avais commencé dans ce domaine parce que justement, j'avais une passion pour ce sujet. Mais il y a une réalité de la vie, Christine en parlait tout à l'heure, qui fait qu'il faut payer ses prêts étudiants, etc. Euh, et pour moi, parce que ta question, elle se pose sur pourquoi on fait ça après des années de salariat. Justement, en fait, mon sujet n'aurait jamais été possible sans avoir eu des années de pratique. Ce sujet, tout simplement parce que c'est des questions en fait qui émergent et qu'on ramène de la pratique vers la recherche. Et on essaie de créer justement cette dialectique entre les deux. Je pense que c'est aussi ce qui nous différencie peut-être avec d'autres doctorants. Et ça m'emmène vers ma troisième raison, qui est la frustration qu'il y avait dans la pratique, justement, de vouloir questionner des méthodes, pourquoi est-ce qu'on fait ci ou ça. On n'a juste jamais la possibilité de pouvoir fouiller, pouvoir adresser justement ces choses. Et l'avantage en fait de faire un doctorat après autant d'années de pratique, justement, c'est de pouvoir, Arnaud le disait, de faire un trait d'union, un pont entre la recherche et le monde professionnel. Personnellement, je suis dans la chair des Complex Projects à la TU Delft, où justement on travaille avec des praticiens et on les ramène avec nous pour pouvoir. Il y a un échange en fait et des partenariats qui se font entre la pratique et la recherche académique. Et ça permet justement de pouvoir avoir un plus grand impact parce que bah, personnellement, j'espère que ma recherche va être utilisée par des praticiens. Donc voilà. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça paraît entre guillemets évident quand tu le dis comme ça. Que effectivement, quand tu commences à accumuler des années d'expérience professionnelle, en tant que donc dans une boîte, disons, effectivement, tu peux tu peux observer plein de choses et te questionner sur les méthodes qui sont utilisées, qu'on a l'habitude de faire, parce que tu peux penser, notamment, qu'il y a des problèmes dans la façon dont c'est fait, et qu'il y a quelque chose qui va pas. Et faire un doctorat, c'est vrai, c'est une façon d'avoir du recul en fait sur tout ce qui se passe dans le métier, pour pouvoir
améliorer les pratiques et peut-être même créer de nouvelles bonnes pratiques pour son propre métier et donc derrière faire en sorte que les choses se passent mieux. Je me demande maintenant si c'est la même chose pour Jian. Jian, est-ce que toi aussi tu t'es lancé dans un doctorat pour ce genre de raisons? Enfin, quelles étaient tes raisons en fait? Dans mon parcours, j'ai, comme une autre intervenante, repris mes études pour faire un master en marketing qui déjà faisait écho à des questionnements sur les organisations dans lesquelles j'ai travaillé. Et puis à la fin du master, je suis restée sur ma faim en me disant, mais mince, alors j'ai appris plein de choses, c'est génial. J'ai travaillé d'ailleurs sur le sujet de la dépendance qui est un véritable levier pour en assurance de personnes pour aider les personnes en situation de dépendance à pouvoir vieillir comme elles le veulent parce qu'il y a un aspect financier qui est assuré. Et je suis restée sur ma faim parce que les questions avec lesquelles j'étais arrivée en master, bah, je les ai retrouvées à la fin de mon master. Et en discutant avec ma future directrice de thèse, elle m'a dit, mais Jeanne, peut-être qu'il faut aller plus loin. Et si vous faites une thèse doctorale, alors vous n'aurez peut-être pas les réponses à vos questions, mais en tout cas, vous allez apprendre à vous poser les questions. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comment ça? je, je, je me pose des questions, je ne peux pas avoir des réponses, je peux avoir d'autres questions. Et puis, je pense que c'est l'intuition. Je me suis dit, OK, je me lance. Et puis moi, j'ai continué d'être salariée dans dans le cadre de mon DBA. Et pour le financement, j'ai demandé à mon entreprise de l'époque si elle acceptait de financer cette thèse. Ou pareil, j'ai partagé en fait mon constat, mes frustrations. J'étais manager d'une équipe et j'avais énormément de frustration à pas voir à pas réussir à accompagner certains collaborateurs. Et puis, dans l'organisation dans laquelle je travaillais, j'avais aussi un important questionnement face au turnover. Euh, on avait une plateforme de gestion où chaque année, on avait 100 personnes qui entrent et 100 personnes qui sortent. Et ça, depuis des années. Et j'avais beau essayer de comprendre, d'interroger les services RH, on n'arrivait pas à trouver la réponse à ces questions. Donc je me suis dit, écoute, allez, visiblement, je peux peut-être avoir une piste euh, en me lançant dans la recherche. Pourquoi pas? Sachant que je viens pas du tout du monde académique. Donc ça a été vraiment un saut dans l'inconnu total. Vraiment. Donc voilà les principales motivations, ça a été un questionnement qui était tellement fort que pour moi, il n'était pas possible de pas continuer dans les études pour répondre à ces questions. Oui, c'est marrant que tu te dises, ok, j'ai plein de questions, je veux des réponses, et on te dit faire un doctorat, parce que comme ça tu auras plus de questions. Je suis pas sûr que tu auras une réponse, mais tu auras encore plus de questions. C'est ça. C'est Mais marrant quand même. alors, à l'issue de mon... Enfin, même, on va dire que dès la fin de la première année, j'ai compris l'impact et la puissance de cette phrase très simple que m'a dit ma directrice de thèse, qui m'a dit, je vais, en simple, elle m'a dit, je vais vous apprendre à vous poser les questions. Parce que c'est aussi ça le travail du chercheur, parce que enfin, moi, j'ai pris conscience à quel point on peut en entreprise pas poser, enfin, biaiser les problématiques et développer la neutralité du chercheur pour questionner les problèmes de manière systémique, de manière qualitative, quantitative. Ça donne en tout cas ça enrichit la perception de la réalité pour l'entreprise. Ça, c'est une opinion, mais en tout cas, moi, je trouve que ça aide beaucoup quand on est dans les collectifs de travail à, à faire ce pas de côté que l'on développe à travers la recherche.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a toujours cette volonté de prendre du recul. Et en fait, c'est pas finalement qu'on se pose plus de questions, c'est plus on apprend à se poser les bonnes questions finalement. On essaie de, enfin, Mm. on peut pas trouver de réponse si déjà de base la question elle était pas bien. Donc Exactement. c'est un vrai apprentissage. Je vais te poser une autre question par rapport à ça. Donc tu nous dis que du coup tu avais une directrice de thèse qui t'a dit cette phrase, mais comment tu l'as trouvée cette directrice de thèse? C'était facile? Enfin, on te l'a proposé comme ça le doctorat en fait pour toi? En fait, au départ, j'avais fait un projet, on m'avait demandé, hein, l'école m'avait demandé de rédiger un projet de thèse, pourquoi je voulais faire une thèse. Et c'était à elle, et c'était la personne qui était destinatrice en fait de ce projet. Mais du coup, c'est-à-dire que toi tu as enfin, directement envoyé ta candidature à un laboratoire ou à une école doctorale? Oui, je ne me suis Euh, pas posé la question en fait, tu vois. J'ai su après que c'était un processus qui pouvait être périlleux. Euh, Moi, alors la chance que j'avais aussi, c'est que j'avais le financement. Ouais, bah ça j'adore parce que du coup, ça montre que parfois, si tu veux quelque chose, dans la vie, il faut savoir oser. Donc là, tu as carrément, on dirait que tu as bypassé le système, tu n'as pas cherché forcément une offre de test, tu es parti directement envoyer un mail à une personne qui pourrait potentiellement te faire la thèse, enfin te financer la thèse et t'encadrer. Oui, mais encore une fois, je crois que ça m'a aidé de ne pas avoir les codes académiques. Parce qu'effectivement, toutes ces questions-là, moi, je ne me les suis pas posées. Venant du privé, je me suis dit, bah écoute, tu vas demander à ton patron s'il accepte de te financer. Et puis après, qu'est-ce qu'il te faut dans le process? Ah, il faut un directeur de thèse. Bah, tu vas écrire euh, à, euh, à la direction donc, du laboratoire ton projet. Et, ça, et effectivement, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, je trouve ça bien parce que tu vois, tu insistes sur le fait que le financement, ça vient de ton entreprise. Donc en fait, voilà, je pense qu'avec Arnaud, c'était la même chose. On va en reparler après. Mais c'est possible de se faire financer son doctorat par sa propre entreprise, même si ça fait des années que vous êtes dans l'entreprise. Ça peut se justifier. Et effectivement, du coup, si vous avez un financement de l'entreprise, bah, vous avez juste à chercher un directeur ou une directrice de thèse, comme Jihan. Mm. Ok, alors maintenant, je vais passer à Christine et je vais te poser la même question, Christine. Est-ce que c'était difficile pour toi de trouver ton doctorat? Comment tu t'y es pris, toi? Ouais, alors, il y a déjà l'idée de pouvoir prétendre à candidater. Et moi, c'était en sciences humaines et sociales, c'est encore différent. Ouais, le fait, je pense, d'avoir continué de me former, comme je le disais, presque sans cesse dans plusieurs domaines, d'avoir une maîtrise, un master, j'avais fait un DU en plus aussi, bah, ça m'a permis déjà d'être admise l'an dernier en M2 de sociologie. Donc, c'était le premier pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose. Souvent, il y a beaucoup de passionnés de reprise d'études, mais qui ne vont pas forcément jusqu'au bout de la certification, de la validation. Et ensuite, ça peut manquer lorsque on prétend à quelque chose. Donc ça, c'était un premier point. Et puis ensuite, bah, ça a été, comme souvent c'est arrivé dans mon parcours, ça a été des rencontres heureuses, hein. Une rencontre avec là, Vincent Karadec, le responsable du master, qui, avec ses collègues, m'ont accepté en M2 d'abord. Il est devenu mon directeur de recherche et il a accepté de continuer avec moi à construire le projet de thèse. Donc, je peux dire que j'ai eu énormément de chance de le rencontrer, qu'il soit ouvert, comme le laboratoire et l'école doctorale ensuite ont été ouverts à des parcours comme le mien. Alors, certes, j'avais à faire mes preuves, hein. C'était pas sur ma bonne foi, c'était il fallait que j'écrive, que je rédige et tout ça, que je passe devant le jury, comme tout le monde. Je sais que j'ai beaucoup travaillé en master pour préparer le projet de thèse, mais sans eux, rien n'aurait été possible. Et ça, tout au long de mon parcours, pratiquement depuis que je suis rentrée à l'école, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur les bonnes personnes. Bah là, on voit une deuxième façon de pouvoir décrocher un doctorat quand on est dans une entreprise ou quand on a un job. C'est simplement de reprendre les études, de ne pas avoir peur de reprendre les études, de faire cet effort-là déjà. Et avec une licence et un master, au final, ça devient beaucoup plus simple déjà de réussir à avoir les bons contacts pour pouvoir faire une thèse. Il y a, à partir du moment où c'est dans le domaine universitaire ou académique, par exemple, sans master, on ne va pas plus loin.
Donc, mais ça, quand on commence ses études, comme moi, ça n'existait pas le master, c'était encore la maîtrise, ça veut dire qu'il faut reprendre les études en cours de route. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut dire aux personnes qui aiment bien se former, c'est le faire tout au long de la vie. Et ça, c'est vraiment important ensuite quand on a un souci je dirais, de fluidité, de mobilité, pas forcément d'une ascension aussi. Il y a plein de manières de continuer de travailler et d'évoluer. Et c'est pas forcément de manière à prendre toujours plus de responsabilités. J'ai toujours eu un goût pour découvrir des nouveaux milieux, ça peut être des milieux sociaux, découvrir maintenant ce que c'est qu'un laboratoire de près. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Plus que là, j'ai eu déjà une fonction hiérarchique, j'aurais pas eu le souhait d'avoir une fonction hiérarchique supérieure. Et pourtant, traditionnellement, dans l'administration, c'est comme ça. Quand on évolue, c'est pour évoluer vers plus de responsabilités. Ouais, ça, c'est un très très bon point. Et en plus, j'aime bien cette idée de formation tout au long de la vie, parce que pour moi, c'est un trait qu'on retrouve chez les doctorants, mais même qu'on développe encore plus en doctorat, puisque finalement, cette idée d'apprendre à apprendre, c'est aussi quelque chose qu'on apprend finalement en thèse. C'est un truc que je trouve hyper important. Et donc, du coup, au final, ça fait que quand on est lancé sur d'autres sujets qui nous passionnent, ben, on a des méthodes en tête, on a des façons de procéder, des compétences qu'on peut transférer et donc réussir très bien à s'en sortir dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec celui de notre thèse. Ok, et donc toi Inès, comment tu as fait pour trouver ton doctorat? Alors pour moi, pour le coup, ça contraste complètement parce que ça a été extrêmement difficile. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est avec justesse, c'est pas courant en fait de faire de la recherche. Je crois qu'en français d'ailleurs on dit en sciences de l'architecture, mais c'est un autre débat. Anyway, mais du coup en fait il y a très très peu de référents, il y a très peu de personnes qu'on connaît déjà dans le monde professionnel qui ont la moindre expérience de doctorat ou des gens avec qui on a fait nos études. Donc, nos études pour devenir entièrement qualifié architecte, c'est 8 ans. Et sur les 8 ans, je connais personne qui a fait un doctorat. Je suis vraiment la seule pour le coup dans mon propre réseau. Donc ça a été extrêmement compliqué. Et aussi quand on fait ça à l'étranger, c'est bête, mais en fait à chaque fois réapprendre un autre système. Comment ça marche en Angleterre, comment ça marche aux États-Unis, comment ça marche aux Pays-Bas. À chaque fois, il faut réapprendre. Et quand on a des années qui se sont écoulées, oui, c'est vrai que notre network académique, bah, il est un petit peu en état de mort cérébrale. Après, et je vais un peu rejoindre ce que Jeanne disait, faut pas avoir peur, parce que pour le coup, moi, j'ai recontacté mes professeurs il y a 15, un peu plus de 15 ans pour leur demander est-ce que vous voulez bien m'écrire une lettre de recommandation qui sont obligatoires pour nous, je sais pas comment ça marche en France, et petit à petit se refaire son réseau. Et faut avoir de l'estomac parce que c'est vrai qu'on se fait souvent regarder en se disant mais oui mais ça fait longtemps que t'es parti. Donc des directeurs au final j'ai réussi à en trouver dans mon domaine en faisant ce réseau, ça m'a pris des années. J'ai été acceptée à plusieurs doctorats mais ce qui a été difficile c'était de trouver le financement parce que comme je le disais les entreprises n'ont pas d'intérêt financier à voir de la recherche architecturale donc il faut chercher des financements ailleurs. Et finalement, en fait, moi, la façon avec laquelle ça s'est passé, c'était de développer ce network avec Twitter en particulier, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pour montrer que j'étais intéressée, pour montrer que j'étais suffisamment académique, entre guillemets, et vraiment de parler aux gens en leur parlant de leurs papiers, etc. Ça a duré, on parle de 6 ans ici, hein, pour dénicher un PhD. Et au final, l'an dernier, j'ai eu, après un autre PhD que j'avais failli avoir, bon, il y a eu une histoire avec Covid, la personne qui avait voulu m'embaucher m'a proposé une position de guest researcher à the TU Delft. Donc je voyageais tout le temps entre Oxford et Delft pour faire de la recherche sur ce sujet sur mon propre budget. Et au final, quand il y a une position qui s'est ouverte, j'ai pu postuler et puis et j'ai eu cette position. Mais c'était vraiment se faire connaître et y aller. Mais vous prenez beaucoup de déceptions sur le chemin. Donc c'est pas un parcours très sexy. Mais je vous le dis très honnêtement, je suis super contente de faire de la recherche aujourd'hui parce que ouais, c'est pas facile. Ah bah ça étonne pas.
Ça montre là, franchement, la résilience, la persévérance et tout. La résilience face à l'inconnu, tu vois. Normalement, c'est un truc que je dis qu'on développe en doctorat, mais là, toi, tu l'avais avant. C'est pas possible. Genre, devoir persévérer à ce point, c'est beau, hein. C'est incroyable. Et du coup, c'est bien parce que tu montres bien qu'en fait, c'est pas si facile que ça, puisqu'effectivement, moi, intuitivement, je me dis, on s'éloigne des études, on s'éloigne aussi de tous les professeurs qu'on avait, du milieu académique, les choses, elles changent, on sait pas, on n'est plus au courant. Donc, du coup, pour revenir dans ce moule, peu importe, et en plus là, à l'international, donc c'est encore pire, on connaît vraiment personne. C'est pas évident du tout. Et c'est marrant que tu aies cité Twitter. Moi, je pense qu'avec LinkedIn, maintenant, tu pourrais plus ou moins avoir le même genre d'impact. Mais super intéressant. Donc, du coup, maintenant, est-ce qu'on pourrait passer à Arnaud? Arnaud, toi, tu as trouvé comment ta thèse? Oui, donc bah moi j'ai un discours qui va être un peu à mi-chemin quoi, entre Gian et Inès. C'est que j'ai l'impression que ça a été enfin, plutôt facile, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas, le fait de pouvoir trouver donc c'est une copromotion que j'ai, donc c'est un directeur et une directrice de thèse. Ce qui a été compliqué, par contre, c'est tout le travail en amont. Donc, c'est Jeanne qui expliquait que la complexité de tout ça, c'est de trouver le financement. À partir du moment où on trouve le financement, bah, c'est un peu plus facile de trouver des gens qui sont ouverts d'esprit à vous accueillir dans leur laboratoire, quoi. Alors, c'est pas toujours, ça va pas toujours de pair, hein. J'ai quand même affaire à des gens intelligents et qui sont d'accord pour accepter aussi toutes les contraintes que ça impose, hein, de, voilà, de travailler par exemple à 100% sur le site industriel et pas au laboratoire, et puis bah, tout un tas de choses. Mais n'empêche que la complexité, elle n'était pas tellement là, elle était plus sur comment, dans ma relation avec mon employeur, instaurer suffisamment de confiance pour que le risque qu'ils prennent à investir sur moi, sur 6 ans, soit suffisant et puis qu'on puisse déclencher le processus, quoi. Et à un moment donné, on faisait aussi, enfin, je pense que c'est Jeanne qui expliquait que on avait un peu cette naïveté ou cette fraîcheur qui était qu'on n'était pas académique. Ça aussi, je suis complètement d'accord avec ça parce que moi aussi, j'ai l'impression d'avoir un petit peu bypassé certains protocoles, en tout cas, ou certaines formes de censure que des personnes se mettent. Voilà, moi, ça a été aussi simple qu'à partir du moment où j'ai eu l'accompagnement de mon employeur dans ce projet-là, eh ben, ça a été comme une relation professionnelle, comme si j'allais chercher un fournisseur, et un peu comme une relation fournisseur-client, quoi. Ça s'est fait très très naturellement, de manière très directe, hein, par mail et puis après en présentiel, quoi. Ouais. Alors, cette question du financement, c'est vrai que d'habitude, on attend du directeur de thèse ou de l'entreprise partenaire de financer la thèse. Mais là, effectivement, dans le cas où en fait on est déjà dans une entreprise, c'est pas forcément évident de convaincre son employeur de financer notre thèse. Et donc, si notre employeur ne veut pas financer la thèse et qu'en plus de ça, on ne trouve pas une université partenaire qui peut financer la thèse, c'est là que ça peut coincer, effectivement. Ouais, tout à fait. Le truc, c'est que je pense qu'une fois qu'on a cette approche-là de vouloir faire de la recherche, à mon avis, une fois que c'est ancré, c'est difficile de se l'enlever de la tête. Donc après, il faut aussi montrer la motivation auprès de son employeur, parce que évidemment, c'est la manière la plus naturelle, hein, c'est de rester dans l'entreprise, de trouver un sujet qui puisse répondre à des problématiques très concrètes, hein, qu'on a en industrie, comme pour moi par exemple, et essayer d'avoir son adhésion. Après, effectivement, si on n'arrive pas à s'entendre, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à bouger un peu, essayer de voir s'il n'y a pas d'autres entreprises avec des contrats CIFRE qui peuvent accompagner la personne, ou alors, bah, comme Christine, hein, de quitter son emploi et puis de revenir vraiment full étudiant, avec toutes les conséquences aussi qu'il faut assumer derrière, hein, mais Alors, du coup, moi, j'ai une question pour toi maintenant. Donc, tu as eu ton doctorat, super, tu as réussi à trouver un financement, tu as réussi à trouver des personnes pour t'encadrer. Comment tu fais pour gérer la transition brutale entre, on va dire, ton CDI et le doctorat? Dans le sens où avant, enfin, je veux dire, tu avais un salaire d'ingénieur, là, tu as un salaire de doctorant, et en plus de ça, tu as quand même, tu es en couple, tu as une famille. Comment tu fais pour gérer? Parce que c'est pas forcément évident ce genre d'activité. Donc, c'est comme si tu avais deux métiers, chercheur, ingénieur. En plus, le métier de chercheur, on sait que ça prend beaucoup de temps, ingénieur aussi, j'imagine. Comment tu fais pour accumuler tout ça? Cette transition, tu l'as vu comment?
Ouais, donc la difficulté, elle est pas, dans mon cas, elle n'est pas financière parce que on a convenu avec mon employeur que ma rémunération ne bougeait pas. C'est-à-dire que j'ai monté un projet de recherche qui est très très applicatif et qui, au final, répond quand même euh, comment, à des problématiques terrain, même pendant l'exercice du doctorat, quoi. Donc j'arrive typiquement à délivrer des solutions et à encapsuler mon activité d'ingénieur dans ma recherche. Et donc ça, bah, du coup, ça me fait pas de transition brutale comme tu le demandes ici, au niveau financier, quoi. La difficulté, elle est plus à comment gérer d'abord les attentes, parce que évidemment, bah, j'ai deux employeurs en quelque sorte, hein, avec parfois des intérêts qui divergent. Donc moi, j'essaye systématiquement de contenter l'un et l'autre, et puis aussi moi, hein, par rapport à la problématique que je veux développer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile. Et puis après, il y a beaucoup d'organisation, de quotidien industriel qui échappe parfois à l'académie et vice-versa. Parfois, quand j'explique qu'il faut que je m'en aille en conférence, ou alors il faut que je participe à un séjour de recherche, ou même que je donne des heures d'enseignement, c'est compliqué, enfin ça ne l'est plus maintenant, mais en tout cas au début c'était compliqué pour mon employeur d'entendre ça. Bah voilà, parce que c'est pas habituel, quoi. Donc là, la complexité, elle est plus là sur la gestion dans le quotidien de deux employeurs différents. Et puis bah, de nouveau, hein, la chance que j'ai, c'est d'être bien entouré et puis d'avoir affaire à des personnes intelligentes. Et dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, quoi. Grâce à ça. Ouais. Ok, donc c'est bien que tu aies pu négocier d'avoir le même salaire, je savais pas ça. Donc du coup, ça veut dire que tu es le doctorant le plus riche de Belgique en fait. Bah, je suis pas sûr, mais je sais que je suis conscient de ma chance en tout cas. Ouais. Ouais. Très bien. Ok. Et toi, Jiane, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du financement que tu as eu pour ta thèse? Est-ce que c'est le même que ton métier d'avant ou alors est-ce qu'il y a eu un changement comme ça? Alors moi, comme Arnaud, alors encore une fois, je rejoins, je pense que c'est ma naïveté par rapport à, ou ma méconnaissance par rapport à ce qui se fait dans la recherche. J'ai négocié aussi avec mon employeur de maintenir les mêmes conditions, en fait. Et j'avais deux métiers, euh, donc avec toute la charge de travail et la charge mentale. Donc à la fois mes missions pour l'entreprise et à la fois mes missions dans le cadre de mon doctorat. Donc, j'ai pas eu de difficultés financières. En revanche, la charge de travail, je ne l'avais pas du tout anticipée, ni même imaginée, et ça a été extrêmement difficile. Ça a été extrêmement difficile d'avoir un équilibre, enfin, je pense que j'en ai pas eu d'ailleurs, d'équilibre vie pro, vie perso. Je peux dire avec le recul que j'ai sacrifié une partie de ma vie euh, familiale, puisque moins présente euh, pour, euh, pour, euh, pour ma famille. Euh, Après, ils ont été hyper. Enfin, ma famille, elle m'a vraiment portée et soutenue jusqu'à la fin parce qu'ils savaient que c'était un projet qui me tenait à cœur. Oui, c'était le projet de ma vie, on va dire, sur le volet professionnel, bien sûr. Donc, ils m'en ont pas voulu, ils m'ont énormément soutenu, y compris dans les périodes où je me posais la question, mais pourquoi je fais tout ça en fait? Pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi? Parce que ouais, ça a été un vrai. J'ai eu 3 ans dans la tempête. Par la difficulté de mener de front euh, les, la partie salariale et la partie doctorale. Parce que l'exigence était importante des deux côtés. Euh, et j'ai sous-estimé le, le niveau d'exigence et de compétence qu'il faut avoir quand on démarre un doctorat. En fait, je crois que le point super important d'avoir en tête pour si on veut faire un doctorat, c'est est-ce qu'on est capable de résister euh, au fait que pendant plusieurs mois, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui avance.
Parce qu'en fait, le doctorat, c'est souvent ça. C'est plusieurs mois d'échecs et un moment, ça finit par marcher, mais c'est parce qu'on a persévéré. Mais si on abandonne en cours de route, bah, on va pas aller très loin. Oui, et tu vois, moi, dans mon expérience, je dirais que c'est un cycle qui se reproduit à plusieurs reprises pendant le Tout à fait. doctorat. Ouais, moi, le cycle que je vis actuellement, je sais pas si c'est le cas pour tous les doctorants, c'est OK, on a un début d'idée, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ah, ça marche, ah, on peut faire une publication, on peut participer à une conférence, et du coup, on recommence sur une autre piste, et là, ça remarche pas, etc. Et donc, du coup, le cycle il recommence comme ça, quoi. Oui, oui. Le rapport, enfin, de toute façon, ça te transforme aussi cette expérience. Ton rapport à l'échec euh, n'est plus le même. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, l'échec, je me dis, OK, c'est cool, je suis en chemin, en fait. C'est le process. Donc, continue, tu t'es trompé sur ça, ça. Ça te permet d'avancer vers le bon chemin, Ouais, vers tout à fait. vers un autre chemin. En fait, on se rend compte aussi que même quand il y a des échecs, en vérité, on apprend forcément quelque chose, parce que s'il y a un échec, il y a une raison, on comprend pourquoi, et donc forcément, ça nous fait avancer dans la connaissance dans tous les cas. Oui. Ok, bah, merci pour ce témoignage, Jeanne. Très sympa, donc c'est très complémentaire avec Arnaud, enfin, même si vous avez une situation qui se ressemblait par rapport au financement. Et toi, Inès, est-ce que toi, tu as vécu une transition brutale quand tu es passé donc de CDI à thèse? Euh, pour la transition financière ou personnelle? Bah, tout en fait, tout ce qu'on a dit là. Ah, ok. Alors, je vais commencer par le premier sujet. Donc, personnellement, je pense que d'un point de vue financier, c'est un peu bizarre à expliquer, mais ça a été un peu amorti par deux facteurs. Le premier, c'est que l'année avant d'être full-time à TU Delft pour ma recherche, comme je disais, j'étais guest researcher. Donc en fait, c'est une année qui m'a coûté extrêmement cher et qui avait été extrêmement compliquée. Du coup, quand je suis passée à full-time ici aux Pays-Bas, en fait, ça a été un soulagement financier. Donc déjà, il y a ça. Après, je pense que c'est peut-être très différent de la France, mais quand on a un PhD ici, on n'est pas du tout étudiant, on est employé. On a vraiment un statut d'employé sur tous les fronts. Et il y a beaucoup d'aides justement pour les étrangers, etc. Et c'est plutôt bien payé. Euh, En tout cas, vis-à-vis de l'Europe, c'est assez confortable. Et moi, dans mon cas, parce que j'avais été praticienne, je suis aussi enseignante. Et du coup, j'ai un salaire qui vient compléter. Euh, donc, j'ai un salaire d'enseignante, en fait, ici, pas de doctorant. Donc, à ce niveau-là, c'est assez. Ça a été une grosse aide. Et j'ai oublié le troisième point aussi, qui est que j'ai une différence aussi du coût de la vie entre le sud de l'Angleterre, Oxford, qui était extrêmement cher, et avec le Brexit et la crise financière qui nous affecte tous évidemment. Donc pour moi, c'est plus facile depuis que je suis aux Pays-Bas. Donc je suis une des rares personnes à dire qu'en réalité, je m'en sors mieux que quand j'étais senior architecte au Royaume-Uni quand même. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup soulagé aussi d'un point de vue de temps. Et ça étonne très souvent. Mais en réalité, j'ai beaucoup plus d'équilibre personnel en faisant de la recherche. J'ai juste à équilibrer évidemment mon temps d'enseignement et mon temps de recherche. Mais déjà, ils sont extrêmement connectés. Donc, c'est complètement plus facile d'un point de vue charge mentale. Et, et aussi, bah, quand j'étais architecte, bah, en réalité, bah, vous travaillez de 6 heures du matin à minuit tous les jours, 6 jours par semaine. Alors maintenant, j'ai plus du tout ça. J'ai des heures qui sont complètement plus confortables. Et oui, enfin, j'ai une paix de l'esprit parce que je peux enfin me concentrer là-dessus. Donc, après, j'ai pas de, je sais pas comment dire en français, pardon. J'ai pas de responsabilité de care envers des enfants ou des personnes âgées. J'ai cette liberté et je m'en rends parfaitement compte. Donc, au niveau de ma gestion du temps, pour moi, c'est tout simplement tellement plus de liberté par rapport à avant. Donc, c'est très positif pour moi, cette transition, finalement. Ah, c'est super intéressant parce que tu vois, je ne m'attendais pas forcément à avoir ce genre de témoignage. Et en vrai, c'est super rassurant, je pense, pour pas mal de personnes. Je savais pas que vous travailliez autant en architecture.
Il y a juste un point sur lequel je voudrais rebondir par rapport à ce que tu as dit. En France, quand on a un contrat doctoral, en fait, en général, on est aussi employé. Alors, pas forcément employé d'une entreprise. On peut être employé de l'université ou employé d'une école d'ingénieur. Ou moi, je suis employé du CNRS, par exemple. Et donc, du coup, j'ai le droit aussi à des. Donc, ok, je suis étudiant, j'ai le statut étudiant, mais j'ai aussi le statut de salarié. Et j'ai le droit, par exemple, à un remboursement de transport, un truc comme ça, que tous les employés ont droit, quoi. Donc, faut pas croire que en France, les doctorants sont purement des étudiants. En général, il y a un contrat doctoral qui fait qu'on est aussi salarié, en fait, d'une structure. D'accord. Ok. Très bien, et bah, écoute, merci. Et maintenant, on peut passer à Christine. Christine, toi, alors du coup, comment tu l'as vécu cette transition? Est-ce qu'elle était douce, comme tout le monde? J'ai l'impression que tout le monde l'a plutôt bien vécu, finalement. Alors financièrement, il y a bien une transition brutale, comme ça a été suggéré. Euh, oui, là, mon salaire n'a plus rien à voir, mais j'ai réduit mes dépenses, j'ai adapté mon mode de vie, j'ai plus de voiture, par exemple, et puis moi, j'ai la possibilité de piocher dans mes économies puisque je travaille depuis 30 ans. Mais ce que je vois, ce que je mets en tout premier, c'est que ce contrat doctoral m'a permis d'envisager entreprendre ce parcours. Sans revenu, je ne l'aurais pas entrepris. Et je ne l'aurais pas fait non plus en travaillant avec une fonction d'encadrement beaucoup trop prenante pour ça. Donc, par contre, je fais tout pour terminer en 3 ans, pour ne pas avoir d'année ensuite, soit sans revenu, parce que je n'aurais pas droit au chômage si je devais prolonger ou quelque chose comme ça, ou soit sans avoir de temps suffisant si je devais reprendre mon travail en terminant ma thèse. Donc ça met un bon garde-fou. Et puis, des autres invités ont parlé aussi de l'équilibre vie familiale, vie personnelle. Je dirais qu'un grand avantage de faire ce doctorat à 55 ans, c'est que mes enfants sont grands, ils ont 30 ans, et j'ai plus, hélas, la responsabilité de mes parents vieillissants. Et un autre avantage, c'est qu'avec mes fonctions successives, et surtout la dernière, ben, tout cela m'a donné des habitudes et des outils d'organisation du temps. Et ça me permet de travailler, je pense, suffisamment et de manière relativement équilibrée sur tous les volets. Les volets du doctorat, alors c'est la lecture et l'écriture, ça va être l'enquête, ça va être la formation, le travail avec les doctorants, mais ne pas travailler donc trop non plus, ce que là je n'arrivais pas, c'est comme Inès, je n'arrivais pas difficilement à rester à un temps raisonnable de travail. Donc là, mon équilibre aussi personnel, faire suffisamment d'exercice physique et tout cela, maintenant c'est possible. Donc, c'est pas mal comme retour, j'avais pas vu ça sous cet angle. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes de ton âge qui n'osent pas se lancer au doctorat, et je trouve ça bien de montrer que c'est pas du tout incompatible, et que on peut en trouver et trouver un super équilibre. Donc ça, j'aime beaucoup ce témoignage. Et d'ailleurs, par rapport à ta famille, est-ce que tu as été soutenu, enfin, par rapport à ta famille, tes collègues, ton entourage, est-ce que tu as été soutenu dans ce projet de doctorat? Oui, toujours. Alors, je dirais dans toutes mes reprises d'études, puisque la première, elle remonte aux années 2000, mais comme je disais, j'en ai fait plusieurs. Et oui, j'ai toujours été soutenue par mes proches. Ça, et en préparant l'émission, là, je me demandais qui étaient mes proches. Je dirais que les premiers qui m'ont soutenue, c'était mes parents, qui étaient pourtant très éloignés culturellement de tout ça, de l'université et tout ça, mais ils étaient épiciers, ils étaient à la campagne, mais ils m'ont toujours encouragé à faire des études, ça c'est sûr, et réencouragé quand j'ai voulu évoluer professionnellement, même si ça voulait dire que je m'éloignais d'eux aussi. Donc ça a été une sorte d'autorisation tacite d'étudier. On parle parfois des transclasses ou des transfuges de classe. Bon, je préfère le terme de transclasse, mais avoir eu du départ des gens comme mes parents qui poussent à aller plus loin, ça fait que on quitte pas vraiment son milieu, mais en tout cas, on se sent pas, on n'a ni honte ni culpabilité de tout ça. Donc, c'est un vrai soutien d'abord. Et puis après, des soutiens, moi je dirais que je le dois aussi à mes supérieurs hiérarchiques dans l'éducation nationale qui ont rendu possible cette césure du doctorat. Hein. Ça, je voudrais bien le redire. Pour moi, c'est une forme de soutien et c'est une manière de me dire qu'ils croient dans mon initiative. Donc, il y a ça aussi. Et puis, dans les choses qui aident pendant cette transition,
encore une fois, les doctorants et les doctorantes, c'est vraiment, j'en entends pas toujours suffisamment parler, je trouve, mais c'est vraiment un antidote à l'isolement, ça c'est sûr, qui est possible, qui peut guetter dans une forme de recherche qui est la mienne. Là, je pourrais travailler toute seule, beaucoup plus que ce que je ne fais. Et je trouve que ça met dans une dynamique, alors forte, ça peut être avec propice au soutien entre soi, mais aussi, mais qu'est-ce que j'apprécie, la dimension intellectuelle nourrissante entre tous, avec leurs sujets différents, ou dans les réunions de labo, les séminaires. C'est vraiment un milieu chaleureux dans ce sens-là, chaleureux sur le plan de la créativité. Et puis, je pense aussi j'ai un alter ego, c'est Rémi, qui travaille comme moi sur le sujet des directeurs et directrices d'EHPAD, avec qui on fait des visios tous les 15 jours depuis 18 mois. On ne s'est jamais vu physiquement, mais ça fait partie de toute la communauté comme ça, qui est pour moi un soutien qui porte sans problème. Waouh, j'imaginais pas ça du tout, tu vois. Je trouve ça super de pouvoir que tu puisses aller au laboratoire et participer vraiment à la vie de laboratoire. J'aurais pas cru parce que moi j'avais déjà eu d'autres témoignages de personnes qui font leur doctorat avec leur famille et tout et qui au final ne vont jamais au laboratoire. Donc c'est sympa d'avoir ce genre de retour-là où on voit que vraiment tu participes à la vie du laboratoire et qu'en fait du coup ça te soutient et ça fait partie de l'expérience complète quoi. Ouais, je crois que ça, c'est peut-être, puisqu'on on a tous travaillé déjà, je dirais bien qu'on continue à travailler d'une manière en cohérence avec celle qu'on a eue avant. Et moi, de travailler avec les autres, je l'ai toujours fait depuis toujours, je crois, depuis mes premières études. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé de manière collaborative aussi quand j'étais prof ou quand j'étais inspectrice. Voilà, Oui. à la rédaction en chef aussi, oui. De toute façon, dans l'esprit de la recherche, les meilleures idées, c'est toujours des collaborations. Il n'y a pas de papier de recherche. Enfin, c'est très peu. Faut dire, en recherche, en général, on fait pas un papier de recherche tout seul, hein. Parce que les idées, elles viennent Ouais. pas comme ça. Il faut que ça fasse un ping-pong entre les personnes pour affiner et réussir à avoir le meilleur de tout ça. Ok. Je vais peut-être passer maintenant à Inès. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, si tu as eu du soutien de ta famille, de tes collègues, ou peut-être que toi aussi tu participes à la vie du laboratoire? Raconte-nous, c'est intéressant tout ça. Alors, c'est vrai que le soutien dans ce moment-là, c'est quand même super important. Moi, j'avais eu beaucoup de soutien de la part de mes collègues, mes amis, et puis oui, une partie de ma famille aussi sur cette transition, parce que surtout les gens qui me connaissaient depuis longtemps savaient que c'était quelque chose que je voulais faire. Donc là-dessus, c'était quand même assez euh, utile, surtout quand, parce que pour le coup, moi, j'ai une double transition entre passer du monde professionnel au monde académique et passer de 11 ans en Angleterre aux Pays-Bas. Donc ça a été un peu une période assez longue de réajustement pour moi. J'ai beaucoup de chance parce que dans notre laboratoire, on est quand même assez internationaux aussi. Du coup, il y a des gens on s'accompagne les uns les autres en fait, parce que du coup, on partage nos retours là-dessus. Et comme je disais tout à l'heure, le laboratoire dont je fais partie, euh, on est quand même des gens aussi qui ont bossé justement dans le monde de l'entreprise avant de faire notre thèse. Du coup, on est un petit peu l'exception d'ailleurs sur notre campus, parce que tous les autres, TU Delft, c'est vraiment une université que sur ingénierie en fait. Donc tous les autres doctorants, ils sortent du master et nous, on a un petit peu les PhD les plus âgés du campus. Donc là-dessus, pour moi, ça a été super important. Après, il y a une chose aussi à noter, c'est que du point de vue professionnel, même si j'ai eu des collègues qui m'ont vraiment soutenu, en réalité, enfin, en majorité, pardon, une, euh, les praticiens ont tendance à voir ça d'assez haut, en fait, le fait de faire un doctorat. Et ça a été un petit peu, je sais pas comment dire en français, euh, euh, pour eux, c'est un petit peu comme si j'étais retournée vers une planque, en fait. J'ai eu pas mal la remarque de ah, tu retournes à l'université, comme si je retournais un peu dans les jupes de ma mère. Donc, de ce point de vue-là, ça a été assez révélateur pour moi parce que pour pas mal de personnes, oui, c'était comme si j'avais abandonné le fait d'être architecte. Donc là-dessus, je m'y attendais pas. Mais c'est pas grave parce que du coup, ça me donne encore plus de raisons justement de pouvoir soutenir le monde de la pratique en fait.
C'est marrant, c'est parce que ce stéréotype, en fait, ça veut dire retourner sur les bancs de l'école, quoi. C'est ça qu'on t'a dit, ouais. Tu veux juste retourner sur les bancs de l'école, Ouais, te cacher, très c'est ça. bien. Bah, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi, même quand on est en master et qu'on enchaîne sur un doctorat, en mode, mais dans le sens où tu préfères, t'as trop peur de rentrer sur le marché professionnel, et Ouais. donc du coup, tu préfères rester dans ta planque et continuer les études, quoi. Oui, Et, c'est c'est un petit peu ça. Je pense qu'il y a aussi le côté qui surprend, et je pense qu'on est pas mal aussi à avoir des parcours assez longs à l'université avant même de faire notre doctorat, mais c'est vrai il y a pas mal un côté, mais t'as déjà fait 8 ans. C'est pas pour moi, c'est pas, je vois pas du tout l'université comme une espèce de prison dont il faut sortir. Enfin, c'est juste un autre oui. milieu où on peut grandir et se développer. Enfin, je le vois vraiment comme ça, donc ouais, c'est un peu bizarre. Mais Mais en dehors de ça, moi j'aurais insisté, j'insiste déjà assez sur les réseaux sociaux sur ça, mais le doctorat, ça n'a rien à voir avec les études à l'université. Il faut quand même faut pas se leurrer qu'en fait, quand même, c'est pas du tout la même expérience. Il faut que les gens se rendent compte aussi que c'est pas, on reste pas 6 ans de plus, 3 ans de plus en train d'apprendre toute la journée avec des professeurs. C'est pas ça. Il n'y a pas de partiel, etc. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est pour ça que je parle justement du fait que pour moi, justement, ça me donne une responsabilité d'une certaine façon de pouvoir faire le trait d'union entre la pratique et la recherche. Parce que pour moi, ça ne veut pas dire que les gens sont bêtes et qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que le monde doctoral. Pour moi, ça veut dire Ouais. qu'on n'est pas assez bon en doctorat pour faire le lien avec le monde euh, réel, justement, et pour pouvoir avoir un impact euh, dans l'environnement ou peu importe le sujet sur lequel on travaille, en fait. Ouais, c'est clair. Il y a un problème de valorisation du doctorat et évidemment, c'est des deux côtés que c'est le problème. Faut que les deux fassent un effort pour essayer de comprendre l'autre. Absolument. Très bien. Et ça m'a fait marrer aussi le coup de, oui, on a une petite, dans mon laboratoire, c'est un peu particulier parce que on a beaucoup de doctorants qui sortent de CDI, enfin qui reprennent le doctorat. Ça fait un peu unité spéciale secrète de l'université que personne ne connaît. C'est un peu ça. C'est ça, voilà. L'unité 008 qui s'occupe. Très bien. Bon, et du coup, tiens, merci Inès pour ce témoignage. Arnaud, est-ce que toi, tu as du soutien de la part de ta famille, tes collègues? Est-ce que tu vas au laboratoire et tu vas voir les doctorants? Tu participes à la vie d'équipe? Oui, donc bah, moi globalement, hein, je vais reprendre un petit peu ce que chacun a déjà dit. J'ai un tout petit noyau familial, un petit cercle amical là, qui est très compréhensif dans le sens où, bah, évidemment, c'est tellement prenant en temps et en énergie que ma sociabilité est parfois un petit peu perturbée. Mais donc, tout le monde est vraiment très compréhensif et je note notamment la personne avec qui je partage ma vie. Je pense que c'est primordial qu'elle souscrive aussi au projet, hein. Limite, elle a sa part aussi de réussite dans, dans tout ça. Le soutien moral et le soutien même dans le quotidien, elle prend beaucoup la prise en charge finalement de la vie quotidienne. Je sais qu'elle en prend énormément. Et puis tout simplement le fait d'être fier, alors pas fier pour le contenu même du doctorat, ça, les gens s'en moquent, enfin entre guillemets, quoi, mais ils sont surtout fiers de voir à quel point moi je suis content d'avoir allié mon métier puis ma passion, et puis de voir à quel point ça me, je suis impliqué et que ça me rend heureux, quoi. Donc ça, le soutien moral, il est très clairement primordial, et il est présent en tout cas moi dans mon entourage proche. Et en ce qui concerne donc mes collègues et puis ben, les doctorants qui sont dans le même laboratoire que moi, ben, c'est la même chose, quoi. Je pense que juste le fait de faire un doctorat, c'est quand même déjà très connoté. Tout le monde sait que c'est compliqué. Je ressens pas tellement le fait on puisse penser que je retourne un petit peu sur les bancs de l'école et que ça m'infantilise ou quoi. Maintenant, je suis complètement conscient que ça peut susciter une forme de jalousie, ce que je fais par rapport à mes collègues notamment, parce que je m'offre le luxe, hein, en quelque sorte, hein, de m'extirper de temps en temps des problèmes terrain pendant un laps de temps, et puis voilà, de partir dans mes réflexions que peut-être certaines personnes aimeraient avoir. Mais en tout cas, j'ai pas de remarques tout à fait directes par rapport à ça, quoi. Donc j'y fais attention, je suis pas naïf, je suis conscient que il faut pas que je me mette trop à l'écart non plus. Et ça passe par
continuer à participer aux problématiques en interne, etc. Mais voilà, je fais très attention à tout ça. Et puis pour le laboratoire, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je suis à 100% moi ici en industrie. Donc allez, c'est très très anecdotique quand je vais à l'université. C'est pour donner des enseignements ou alors pour tout ce qui est réunion quand il y a un départ d'un doctorant, l'arrivée d'un postdoc, ce genre de choses, quoi. Euh, mais par contre, on est en 2024, quoi. Donc on est très très souvent en distanciel en train d'échanger, soit pour la publication d'un papier avec mes co-auteurs et puis évidemment avec mes promoteurs. Et dans tout ça, évidemment, qu'il y a aussi du soutien moral où les gens voient bien la singularité dans mon profil et, euh, et puis trouvent que voilà, c'est courageux d'allier les deux métiers en quelque sorte, quoi. Et voilà, ça c'est un vrai soutien. Super, merci pour ce retour. Mais du coup, comme tu participes pas trop à la vie du laboratoire, ça veut dire que peut-être que tu es un ovni pour les autres personnes autour de ta boîte, en fait. Ils savent pas trop ce que tu fais. Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres doctorants dans la boîte qui peuvent t'aider, ou alors tu es vraiment le seul qui a choisi de faire ça? Ah non, là je suis vraiment le seul pour le coup. C'est d'ailleurs pour ça qu'en amont, j'ai mis quelques temps à faire en sorte que le projet puisse se faire, hein, parce que j'ai un peu essuyé les plâtres en tant qu'éclaireur, mais non, non, je suis vraiment le seul ici. Par contre, comme je le disais, hein, on essaie quand même d'avoir des contacts assez privilégiés avec les universités, donc tout n'est pas complètement absurde et complètement nouveau dans la relation que ma boîte a avec l'académie, quoi. Oui, mais je veux dire, tes collègues, du coup, est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais? Mes collègues, en tout cas ceux de mon équipe, comprennent parfaitement puisque la problématique de ma recherche est très très applicative et répond à des problématiques qu'on a au quotidien, quoi. Donc D'accord. oui, oui, sur ça, il y a pas de sujet. Par contre, bon, on est quand même une grosse boîte, hein, donc il y a beaucoup de personnes et il y a des personnes qui me voient partir dans mon bunker toutes les après-midi, par exemple, et qui doivent bien se demander pourquoi est-ce que je m'isole du monde. Voilà, donc là-dessus, bon, c'est une grosse boîte, mais on arrive quand même à avoir une bonne communication. Il y a des échanges qui sont faits et tout le monde sait que je suis chercheur à mi-temps et voilà, ça démystifie un petit peu le caractère ovni que tu me prêtes. Ouais, non, mais c'est agréable d'entendre ça parce que en général, quand je parle à quelqu'un qui fait un doctorat CIFRE, il y a ce retour qui arrive assez souvent. Donc en fait, les collègues ne savent pas forcément ce qu'on fait en doctorat et souvent d'ailleurs ils nous demandent de faire des tâches qui n'ont aucun rapport avec le doctorat parce qu'ils pensent qu'on est les sachants, tu vois, les savants de la boîte. Mais peut-être toi, du coup, comme tu étais déjà là avant et que tu as du coup créé le truc pour que ça fonctionne et que tu avais pris le temps d'expliquer, de communiquer, ça a peut-être participé à ce qu'il n'y ait pas ce problème. Mais oui, ça fait déjà 12 ans, hein. Quand j'ai commencé mon doctorat, ça faisait 12 ans que j'étais en activité, donc je connais quand même tout le monde. Après, ça Ah oui. n'empêche pas qu'effectivement, beaucoup de personnes me parlent de choses diverses et variées et pensent parfois effectivement que j'ai une forme de savoir absolu. Mais, mais donc, ce qui n'est pas le cas, et donc ils s'en aperçoivent rapidement. Mais Et en tout mince alors, cas, j'étais sûr, moi. non, par contre, ce qui est intéressant, ce que j'ai appris à développer aussi, c'est que j'arrive à leur donner des pointeurs vers des ressources qui peuvent éventuellement leur servir à régler tel ou tel problème, quoi. En plus, bon, mon domaine, c'est l'intelligence artificielle, hein, donc forcément tout le monde fantasme dessus là en ce moment. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui viennent en discussion un peu informelle comme ça, voir un petit peu si je peux apporter telle ou telle solution. Et je Donc vois. évidemment, et voilà, évidemment, il y a des choses sur lesquelles on peut créer un petit projet dans mon activité d'ingénieur, hein, d'ailleurs, hein, et puis apporter des solutions. Et puis il y a d'autres où j'ai pas les compétences, et alors à ce moment-là, je dirige vers les bonnes personnes que j'ai peut-être rencontrées dans différentes universités, différentes conférences, voilà, quoi. Super, merci beaucoup pour ce retour, Arnaud. Jian, est-ce que toi tu pourrais nous dire comment. Enfin, tu nous as déjà dit en fait que ta famille t'a soutenu sur ce projet. Est-ce que c'était le cas aussi de tes collègues et est-ce que tu as participé à la vie du laboratoire, toi? J'étais un peu un extraterrestre puisque c'est
pour eux, c'était assez opaque, en fait, ce que je faisais. Ah voilà, je Donc, t'avais dit qu'il y avait l'histoire d'OVNI. ouais, vraiment extraterrestre. Même mon directeur il me dit, mais je comprends pas, en fait. Enfin, voilà, beaucoup d'incompréhension. Et puis, j'avais pas à l'époque, enfin, en tout cas, les premiers mois, les premières années, les mots pour expliquer vraiment ce que je faisais. Revue de littérature, enfin, pour eux, ça leur paraissait un peu abstrait. Et surtout l'intérêt, en fait, à quoi ça sert que tu ailles comprendre le pourquoi du comment pour apporter des solutions à un problème d'aujourd'hui. Donc, assez isolé en entreprise. En revanche, au niveau du laboratoire et même de ma directrice de thèse, j'ai eu énormément de soutien. Euh, j'ai vraiment ouais, été soutenue, accompagnée, surtout dans la compréhension, parce qu'encore une fois, moi, je venais pas du tout de ce milieu-là. Je connaissais pas les codes euh, et, euh, et vraiment, j'ai eu le côté vulgarisation de comment dans la recherche ça se passe. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ma soutenance, où des collègues ont relu mon PowerPoint, je me suis exercée, j'ai présenté à plusieurs reprises mes travaux au sein du labo pour avoir voilà, leurs remarques, leurs recommandations, d'autres perspectives de lecture de mes résultats. Donc oui, au niveau du labo et de ma directrice de thèse, vraiment super accompagnement et beaucoup de soutien. C'est super sympa d'entendre ça. Et est-ce que toi, tu as participé à la vie du laboratoire? Ça t'arrivait parfois d'aller au laboratoire, de parler avec le doctorant et de, je sais pas, moi, participer à des séminaires par exemple? Alors oui, oui, avec un doctorant, où on a démarré ensemble, on a terminé ensemble, où on avait énormément d'échanges, de partage aussi de notre solitude en entreprise et de ce marathon, ce challenge qu'on s'est mis en tête de faire les deux, parce que lui aussi était salarié d'une entreprise. Donc oui, Bah, effectivement aussi. le retour de l'unité spéciale secrète. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir, enfin, d'échanger, d'avoir des espaces de parole avec des gens qui vivent la même chose. Euh, Ça a vraiment été précieux. Et même moi, j'ai participé bah, comme à mon avis des autres docteurs, mais à enfin, j'ai répondu à des appels à com et du coup, ça a été euh, se présenter à ces événements-là, à ces colloques, ça m'a permis aussi de développer mon réseau de doctorants et de docteurs et de pouvoir échanger après ces colloques sur notre expérience, sur nos travaux. J'ai trouvé ça très enrichissant et ça a aussi été un soutien de ne pas être seul, en fait, sortir Ouais. je crois que c'est Christine qui disait aussi que ça permettait de sortir de cet isolement qu'on peut avoir en étant juste dans la lecture et dans l'écriture. Mm. Oui, c'est clair. Et en fait, je trouve que ça, c'est un conseil qu'on peut donner à n'importe quel doctorant ou doctorante. Pour se former à un réseau académique, effectivement, on peut participer à des colloques, présenter des séminaires, organiser des conférences, même participer à des écoles d'été. Et il faut pas hésiter en fait à oser sortir de son sujet de thèse et voir un peu ce qui se passe autour de nous, faire des pauses et présenter ses travaux ou alors écouter les travaux des autres. Je pense que c'est un effort qui est un peu nécessaire si voilà, pour sortir de la solitude. En fait, c'est même pas si, dans tous les cas, personne ne devrait rester dans la solitude, je pense. Donc, pour sortir de la solitude et pour se former un réseau assez précieux d'académiques, je trouve ça hyper intéressant de exactement faire ce que tu viens de dire, prendre le temps d'analyser un peu les événements qui peuvent exister autour de nous et y participer et en profiter du coup pour rencontrer de nouvelles personnes. J'ai une autre question pour toi. Enfin, j'en ai même deux en une. C'est un peu complémentaire les questions, mais je pense que tu vas pouvoir les retenir. Alors, si tu devais donner un ou deux défis, enfin les plus grands défis que tu as rencontrés en revenant à l'université donc après que tu aies fait toutes ces années en CDI, ce seraient lesquels? C'est de désapprendre. Parce que je trouve que en tout cas, mon expérience euh, m'a montré que j'avais des certitudes, j'avais des croyances
et très ancrée. Et, et dès mes premiers pas donc, de reprise d'études, j'ai tout de suite pris conscience qu'il fallait que rapidement, je me dise, OK, là, c'est une autre expérience, c'est un autre projet. Et alors, je ne dis pas de faire un reset sur le passé, mais en tout cas, de réussir à faire page blanche, quoi. Et ça, c'est Ouais. pas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été hyper challengeant. En fait, je vois très bien ce que tu veux dire parce que j'en ai déjà parlé récemment sur les réseaux sociaux, et sauf que j'en ai pas parlé sous cet angle-là, et donc là, je me rends compte d'un autre truc. En fait, quand on gagne en expertise, dans la recherche académique, disons, automatiquement, on a de plus en plus d'a priori sur les choses. Et donc, du coup, des fois, on a une intuition que quelque chose n'a pas marché, et donc on va pas le tester parce qu'on a une intuition forte que ça n'a pas marché, et on a toutes nos années d'expertise pour le consolider. Mais du coup, ça fait qu'on ne teste pas forcément des choses parce que on a l'impression que ça va pas marcher, alors que si ça se trouve, elles vont marcher, et donc on passe à côté de quelque chose. Finalement, toi, c'est un peu ce que tu as expérimenté, puisque en fait, tes années que tu as passées donc, dans ton milieu professionnel, ça t'a permis de consolider une expertise dans laquelle tu as accumulé des croyances, et donc à la fin, forcément, tu as des intuitions sur les trucs à l'avance, et donc tu as l'impression qu'en fait, tu connais déjà tout ce qui va se passer, et tu t'es rendu compte que finalement, non. Exactement. Mais les biais, je crois que c'est l'histoire de ma vie, mais c'est une vraie prise de conscience. De toute façon, on en a tous. Et le problème, c'est pas d'en avoir, mais c'est vraiment de se dire, OK, euh, ma première croyance, enfin, qu'est-ce que je pense là? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux penser d'autre? Que dit la littérature? Et vraiment de travailler sur ce, cette espèce de gymnastique entre enfin, ouais, nos biais et, et la réalité. Ouais, c'est la capacité à se remettre en question. En fait, c'est marrant parce que j'avais appelé ça la force du doctorant. En fait, le fait qu'on soit ignorant techniquement, ça fait que du coup, on a envie de tout tester parce qu'on n'a aucune expertise. Ce qui fait que, bah, en fait, du coup, on fait des choses que potentiellement dans un cadran n'aurait pas aimé qu'on fasse parce qu'en fait, nous, on a l'impression que ça n'a pas marché, mais pas eux parce qu'ils ont une intuition. Et au final, de fil en aiguille, on arrive quand même à trouver des trucs, quoi. Oui. Et en même temps, se limiter. Parce que moi, j'ai aussi ça. Tu vois, tu me disais quel conseil ou quel challenge. C'était de se dire, OK, la recherche, elle est illimitée, mais renoncer et se dire, OK, je me mets un cadre et je vais regarder que ça. Et je vais me cantonner à ça et je vais aussi me mettre un temps donné pour pas Oui, je partir vois ce que tu veux dire. dans tous Dans les tous sens. Que les c'est sens. vraiment poser ce cadre qui permet et d'accepter qu'on ne pourra pas tout faire, qu'on ne pourra pas tout voir, mais se concentrer sur une chose qui ensuite, après, va évoluer parce que il faut rendre des travaux euh, à un moment déterminé, mais on aura la possibilité de continuer nos investigations après. C'est aussi cette acceptation-là de la connaissance est en continu. Mm, mm. C'est le cycle dont on parlait tout à l'heure, quoi. On a un cadre, au départ, il est un peu flou le cadre, et puis plus on avance, plus il devient assez net. Et après, du coup, voilà, on commence à publier, on fait des présentations, et là, on rechange le cadre potentiellement. Il redevient flou. Oui. Très intéressant. Et alors, donc, en complémentarité avec la question que je t'ai posée, est-ce que tu penses que tu as eu des facilités dans ton doctorat grâce aux compétences que tu as que tu acquises dans ta carrière professionnelle? Je pense que avoir travaillé longtemps et ensuite avoir démarré la thèse, ça m'a amené aussi à du pragmatisme. Et toujours de me dire, OK, là, ce que tu fais, en quoi ça va être utile pour les professionnels? Et ça, c'est vraiment resté très ancré, en fait. Dans la D'accord. partie formulation de recommandations, tu vois, dans ma thèse, je suis allée jusqu'à proposer des outils à la création. J'ai formulé mes recommandations et puis après, je me suis dit, OK, c'est pas assez pratique. L'objectif, c'est que, entre guillemets, ce soit un prêt à manger, entre guillemets, pour les praticiens. Donc, Ah ouais, je et vois. je pense que, euh, parce que parfois, on reproche aux scientifiques de ne pas avoir assez des pieds sur terre.
Et, et j'ai gardé ça en tête en me disant, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit facile. Quand le praticien va l'avoir en main, il va se dire, mais oui, c'est évident, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Et à chaque fois, c'est quelque chose qui en tout cas, moi, m'anime de vraiment développer la recherche pour qu'elle soit la plus accessible auprès des travailleurs. Alors, c'est très très marrant comme retour. En fait, oui, c'est vrai que je pense que quand on fait de la recherche, on n'est pas forcément. Enfin, je veux dire, il y a la recherche appliquée et la recherche fondamentale. Parfois, on fait de la recherche, mais sans forcément chercher à chaque fois à quoi ça va s'appliquer. Mais effectivement, ça dépend des profils des personnes. Et donc, toi, de base, tu étais dans le profil, je veux quand même imaginer des choses qui vont permettre après, derrière, que je puisse faire avancer la connaissance pour les praticiens, quoi. J'aborde en fait, ma thèse, elle porte sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les compétences des travailleurs. Et j'ai vraiment travaillé sur cette partie compétences et créé des outils pour que les travailleurs puissent euh, avoir enfin, des outils facilitateurs dans leur compréhension. Oui, oui, je vois. En fait, je pense que pour le coup, c'est complètement la même idée que dans la thèse d'Inès. Inès, pour le coup, ça doit être la même chose. Enfin, si elle est rentrée en thèse, elle nous a expliqué, c'était justement pour pouvoir aider les professionnels de son domaine. Donc peut-être on peut revenir à toi, Inès, tiens. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire déjà aussi les difficultés que tu as rencontrées quand tu es revenu à l'université après le CDI? Alors, je rejoins complètement Jeanne sur le côté cadré, justement, le fait que c'est le PhD, c'est un projet ou une série de mini-projets qui en font partie et qu'on peut pas tout adresser. Parce que c'est vrai que c'est un peu le piège, c'est que quand on était dans le monde professionnel, il y a tellement de choses, il y a tellement d'inspiration en fait qui est venue de là sur des choses qu'on peut faire pour aider notre domaine que faut apprendre à dire non en fait, faut apprendre à faire le tri et à pouvoir vraiment concentrer notre focus, notre temps et notre énergie sur notre sujet. Euh, Moi, il y a aussi le côté, toujours sur le côté entre praticien et chercheur que j'avais un petit peu abordé tout à l'heure, mais c'est vrai il y a un double mépris en fait euh, auquel je me suis personnellement sentie confrontée. Qui a, en fait, c'est comme si les scientifiques nous regardent un petit peu, donc les autres chercheurs nous regardent un petit peu comme si on avait été corrompu parce qu'on a travaillé dans le monde de l'entreprise. Et ça, faut apprendre les codes justement pour pouvoir de nouveau faire le pont parce que c'est vrai que dès qu'on dit le mot oh mais cette théorie oui mais dans la pratique tout de suite on pense que du coup c'est un biais cognitif alors qu'en réalité bah il y a peut-être à chercher peut-être qu'il y a une partie de biais mais peut-être qu'en fait non il y a quelque chose qui peut servir vraiment et qu'on voit pas en fait quand on regarde que la théorie. Mais ça, je pense qu'à travers les domaines entre théorie, entre la recherche fondamentale et appliquée, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de similarité, je sais pas. Euh, Après, moi personnellement, j'ai aussi la période de transition. Donc, comme je disais tout à l'heure, mon espèce de mini traversée du désert avant de faire le PhD, ça m'a aidé à faire une transition. Donc là-dessus, ça a été assez utile. Parce que du coup, j'ai déjà un réseau qui est assez établi euh, dans, dans mon domaine, en tout cas. Mais j'ai un des grands défis, et je pense qu'on est pas mal à se retrouver là-dessus, c'est l'isolement. Parce qu'on est un petit peu différent quand même. Euh, donc intellectuellement, on peut parfois être un petit peu isolé, mais ça, bon, je pense que ça change constamment. Mais la solitude sociale aussi, particulièrement quand on a sacrifié toute une vie personnelle pour changer de pays, oui, on se retrouve un peu tout seul. Donc faut pouvoir rebalancer le cercle social et amical. Il faudra apprendre à se réacclimater. Donc ouais, ça, je pense que ça, c'est un des grands défis euh, auxquels j'ai dû faire face en fait quand je suis arrivée ici. Très bien. C'est marrant parce que donc la différence entre recherche fondamentale et recherche appliquée, moi j'aime bien voir ça comme enfin, j'ai deux citations en tête que j'inverse pour pouvoir voir un peu ce qui se passe dans les deux domaines. Par exemple, en recherche fondamentale, j'aime bien dire que on a l'essence qui précède l'existence dans le sens où en fait on va trouver des nouvelles choses, on va chercher des choses sans forcément avoir d'application en tête et plus tard une application va arriver. Là où dans
La recherche appliquée, c'est plutôt l'existence qui présente l'essence. On découvre des nouvelles choses qu'on applique directement, mais parfois on n'a pas directement la théorie qui va avec, et la théorie ne vient que plus tard pour épauler ce qu'on a trouvé. Et, Ouais, j'aime beaucoup cette citation, elle est assez intéressante. Mais justement, je pense que c'est un petit peu le côté du challenge ici, c'est que moi je fais de la recherche fondamentale, mais du coup les gens ils font pas forcément. C'est un petit peu compliqué en fait de communiquer parce que ce qui semble évident pour beaucoup de gens, c'est justement que je fasse de la recherche appliquée. Euh, et de ce côté-là, c'est là, je pense qu'on est un petit peu vu comme si on avait été corrompu parce que on a travaillé en pratique. Euh, donc c'est un petit peu Ah, bizarre, mais c'est vrai que très souvent on pense qu'on doit être pur dans le sens où masters, PhD, etc., etc. Moi, je trouve ça J'ai pas répondu à la deuxième partie de ta question. J'ai vu. oui, alors je l'ai pas reposé, mais je peux la reposer. C'était du coup pour toi, est-ce que tu as remarqué ou tu as eu l'impression que tu as eu des avantages du fait que tu étais en salarié ou dans le monde professionnel avant de rentrer en thèse? Du côté du project management, 1000 fois oui. Parce que moi, j'aurais été complètement incapable de gérer mon temps comme je le fais maintenant si j'avais pas travaillé. Et en plus, étant donné que j'étais senior architecte, je devais gérer des gens en fait quand j'étais, enfin, vers la fin de ma carrière professionnelle. Du coup, j'ai l'habitude de savoir comment communiquer clairement, j'ai un peu une façon. Les gens se moquent un petit peu de moi parfois, de mon côté très corporate, de ma façon de gérer mes engagements et les projets. J'envoie des agendas, des comptes rendus, etc. Donc là-dessus, je trouve que c'est assez bien parce que j'ai cette organisation que j'avais tout simplement pas avant. Et ça aide quand même à pouvoir cadrer. On parlait de cadre tout à l'heure intellectuel, mais il y a aussi le cadre du temps et de l'énergie. Pour moi, c'est carrément un bonus d'avoir fait ça. Euh, et puis à savoir comment bien communiquer, bien euh, planifier en général, parce que du coup, les gens ont confiance en vous quand vous dites je veux faire cette publication par cette date. Les gens savent que je vais le faire parce que ça donne en fait, ça renforce le fait qu'on puisse investir du temps et de l'énergie pour travailler avec vous, que ce soit comment ça s'appelle, des collaborations ou des gros projets, parce que c'est vrai que les projets de recherche qu'on fait en parallèle au sein de nos activités scientifiques, pardon, elles coûtent très cher. Et à ce niveau-là, j'ai aucun problème à pouvoir montrer que les choses seront faites comme je les ai dit. Ah, alors là, c'est super ce que tu me dis, parce que en fait, finalement, c'est un peu le miroir que moi, ce que j'aime bien dire. Je dis souvent qu'en doctorat, on apprend à communiquer, on apprend à gérer, enfin, faire la gestion de projet, et on apprend aussi à être fiable, en fait, on a des responsabilités, on a des cours à donner, on peut pas se permettre d'être en retard, on peut pas se permettre, voilà, on a des comptes à rendre, on a des deadlines, etc. Donc il y a une notion de fiabilité qu'on apprend aussi. Et donc, du coup, tout ça, je dis que ça permet de le transférer dans le monde professionnel et que du coup, ensuite, c'est super utile. Mais toi, tu nous fais dans le sens contraire, c'est-à-dire que tu as déjà acquis tout ça dans le monde professionnel et tu as réussi à le transposer à la thèse. Donc ça montre que ça marche dans les deux sens, en fait. Et ça, c'est super. Complètement, ouais. Très bien. Je vais poser la même question, enfin les mêmes questions à Christine. Christine, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce serait quoi pour toi là où les plus grosses difficultés d'être rentré en thèse après tes années dans le monde professionnel et ensuite nous dire si ton doctorat, t'as l'impression que que ton activité professionnelle t'a aidé pour tes activités en doctorat. Ouais, mais je me retrouve bien dans ce qu'Inès a dit. Moi, le grand saut, c'était auparavant, quand j'étais inspectrice, mon emploi du temps était tout plein pendant 2 voire 3 semaines. Et là, j'avais plus rien dans mon emploi du temps si je me le faisais pas moi-même. Donc, je me le suis fait moi-même. Et j'avais plus mes 50 mails à gérer par jour. Et là, je me suis sentie addict et il a fallu que je fasse une cure de désintoxication, de aller sur ma messagerie et je ne suis pas encore guérie. Et puis sur les compétences d'avant, ben oui, je sais entrer en contact avec des personnes de milieux différents, téléphoner, rencontrer sans crainte excessive, ce que je vois pas toujours partagé. J'ai appris à travailler avec les autres, mais je sais travailler et m'organiser seule aussi.
maîtrise bien la communication écrite formelle, le fait de rendre compte et plus généralement l'écriture réflexive. Je tiens un blog professionnel depuis plusieurs années, ça c'était dans la continuité aussi. Et puis j'ai l'habitude de gérer des tâches administratives, ça ne me pèse pas et même ça me détend. Donc ça, quand je veux faire une presque pause dans la journée, je fais de l'administratif. Alors ça, je ne l'ai jamais entendu. Alors du coup, tous les auditeurs, si vous avez un problème administratif, Mais alors par contre, je allez ne voir gère pas Christine. les tâches administratives des autres. Ah, mince alors. Dommage. Ça t'a bien trouvé là. Ah ouais, non mais l'administratif, limite, j'avais envie d'en faire un épisode un jour tellement que ça embête beaucoup de personnes. Je vous interrogerai. Ok, très bien. Super, bah merci pour ce retour. Bah du coup, c'est assez proche de ce qu'Inès nous a dit, donc c'est bien. Oui. Je vais peut-être passer du coup à Arnaud maintenant. Arnaud, toi, du coup, tu pourrais nous dire un peu c'est quoi tes difficultés que tu as rencontrées en revenant à l'université et aussi est-ce que tu as l'impression que ce que tu as appris avec tes activités dans le monde professionnel t'aide un peu au quotidien pour ton doctorat? Bon, moi, j'ai pas ressenti spécialement de grandes difficultés au retour à l'université. Alors, l'université, tu l'as précisé hein, juste avant. En fait, ça n'a rien à voir avec l'université que je fréquentais quand j'avais la vingtaine, quoi. C'est-à-dire que on suit pas de cours, on n'est pas. Alors, à part, il y a une petite mise à niveau en tout début de thèse que j'ai fait. J'ai suivi 3 cours de master. Donc là, évidemment, c'est difficile de se remettre dans le bain, mais bon, c'est très très léger, c'est sur une période courte. Voilà, il y avait certaines maths, ça faisait longtemps que j'avais pas manipulé, et donc il y a quand même un petit quelque chose là, mais sinon c'était pas très très compliqué parce que maintenant, l'université, ça représente l'enseignement, donc des cours que moi je donne en tant que prof. C'est comme si j'avais une mission ici dans mon entreprise où je devais former certaines personnes à tel ou tel concept, voilà, hein, c'est pas plus dur que ça. Et puis alors, ça représente aussi le labo, et le labo, eh bien, c'est vraiment, j'ai les mêmes relations que comme si j'avais des collègues, quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas là très très compliqué de retourner à l'université après 12 ans hein, d'entreprise. Et sur la deuxième partie de la question, quelles sont voilà, les compétences qui m'ont aidé pour le doctorat? C'est pareil, hein, je souscris tout ce qui a été dit, hein, c'est tout ce qui est compétences transversales principalement hein, qui sont importantes. La gestion de projet, donc la gestion de notre temps, le reporting aussi. Donc je fais aussi moi des comptes rendus très très détaillés sur des points qui me paraissent essentiels, hein, pas forcément tous les meetings, mais sur ceux qui sont les plus importants. Et alors, oui, l'aspect peut-être gestion de stress aussi, la prise de responsabilité, ça c'est des choses qui sont, de par notre vécu, qu'on a quand même plus que si on n'avait pas encore eu notre vie active, ben, forcément, voilà, c'est des traits de personnalité qui font que on est plus à l'aise après dans l'exercice du doctorat. La chose que je peux ajouter, c'est aussi la patience. J'ai l'impression de faire preuve d'un peu plus de patience que moi quand j'avais 20 ans, parce que ici j'étais souvent confronté aussi à devoir attendre certaines choses, à gérer le fait que les choses n'allaient pas totalement dans le bon sens. Et c'est effectivement le cas dans le doctorat, hein, quand on fait du peer review, des choses pareilles, bon bah voilà, hein, il faut s'armer de patience pour avoir une réponse sur des travaux pour lesquels on a investi beaucoup de temps et on aimerait bien avoir une réponse rapidement et si possible positive. On a parlé aussi pas mal du rapport à l'échec. Alors le rapport à l'échec, moi j'ai encore beaucoup de mal avec ça, donc me voir refuser un papier par exemple, un strong reject, c'est encore très très difficile parce que en entreprise, ça n'existe pas réellement l'échec. On arrive, voilà, plus ou moins à chaque fois à mettre en place ce qu'on a prévu, on trouve des compromis, voilà, il y a des choses comme ça, mais par contre, se voir complètement refuser quelque chose
sur lequel on a travaillé. Ça, c'est pas quelque chose qui est courant ici en entreprise. Donc voilà, ça nous enfin l'aspect patience, je dirais, et rapport à l'échec sont des qualités importantes. Ouais. Ça étonne pas ce que tu dis, puisqu'en fait, en entreprise, en général, on aime bien faire des projets, des petits projets rapides. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on prend pas forcément le temps d'aller creuser, il faut que ça marche, alors on cherche pas à aller plus loin et on continue. Et donc du coup, en fait, automatiquement, c'est sûr que quand tu reviens dans la recherche, et que là, on accepte que tu ailles plus loin, mais donc du coup, ça veut dire que tu peux faire beaucoup, beaucoup d'échecs avant d'arriver à un vrai succès. Bah, c'est sûr que là, si t'es pas patient, ça peut poser problème. C'est pour ça qu'il y a vraiment une notion de être résilient à l'incertitude. Après, ce qui est bien, c'est que comme tu as, à la fois ton métier de chercheur et ton métier d'ingénieur, bah, le métier d'ingénieur peut pallier au fait que du coup tu as des échecs dans ton métier de chercheur, puisque dans ton métier d'ingénieur, tu plutôt pas d'échecs, on va dire. Tu enchaînes les petits projets et ça fonctionne. Absolument. L'un et l'autre, en fait, me donnent une bouffée d'oxygène. Quand ça va pas d'un côté, ça va bien de l'autre, et j'essaie comme ça de trouver mon équilibre. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde en doctorat en général, trouver une façon d'avoir sa bouffée d'oxygène. Pour certains, c'est faire des cours. Moi, par exemple, en faisant ce podcast à peu près une fois par mois, ben, même si je me sens mal dans le mois, ben, en le faisant, j'adore. Donc, du coup, forcément, ça me fait une bouffée d'oxygène. Enfin, il y a plein de façons de le faire. Et en fait, je pense que voilà, il faut pas hésiter à sortir un peu de sa thèse parfois et se imaginer des moments qui vont nous permettre justement de mieux appréhender les choses et de ne pas tout le temps être dépendant finalement des résultats de recherche. Ok. Là, on arrive sur la fin de l'épisode. Alors, Arnaud, toi, tu es déjà dans ta boîte et je pense que tu vas rester dans ta boîte après ton doctorat. Jian, je pense aussi que voilà, toi, tu es déjà docteur et je pense que tu n'as pas changé d'entreprise. Du coup, je vais m'adresser à Inès et Christine pour la question suivante. Comment vous comptez gérer votre transition de retour sur le marché du travail? Donc, une fois que vous avez fini votre doctorat, c'est quoi votre plan? Est-ce que vous l'avez déjà en tête? On va peut-être commencer par Inès. Alors moi, c'est dans très longtemps, du coup, parce que je finis à peine ma première année, mais dans moi, pour moi, mon plan, il est de rester dans le monde académique. Euh, je passe en ce moment justement mes examens pour devenir, pour être, avoir l'équivalent en France de l'agrégation, euh, qui fait partie de mon contrat. Il faut que je passe mon agrégation ici. Donc pour moi, ça reste assez clair. J'ai déjà des pistes. On parlait de cadrage tout à l'heure, mais ça m'a donné des idées de pistes justement pour pouvoir continuer ma recherche sur le long terme. Ça va être difficile, mais je vais m'accrocher. Et puis tout mon parcours de PhD est dédié à ça en fait, à la préparation de l'après, qui est de me lancer à 200% dans une carrière académique sur le long terme. Voilà. Voilà, ça c'est super. Alors tu vois, j'adore ce genre de retour parce que tu es qu'en première année sur 6 ans et tu nous donnes déjà un plan direct d'action. Là où en général, les doctorants, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Et moi, je trouve que le fait de savoir, déjà là maintenant voilà, que tu veux faire, tu veux poursuivre ta carrière académique, c'est-à-dire que tout ton doctorat, tu vas l'optimiser de façon à avoir un super dossier pour pouvoir être pris après ensuite derrière, tu vois. Donc le fait de savoir, ça finalement, Ouais. ça te oriente toute ta thèse, ça te colore ta thèse de façon à ce que derrière, ça te fait un tremplin pour la suite. Et ça, c'est génial. Et Christine, du coup, est-ce que toi, tu veux partager donc, ton point de vue? Est-ce que tu as déjà un plan pour l'après-thèse? Oui, alors moi, je vais rechercher du travail à 58 ou 59 ans. J'ai pas le problème que connaissent beaucoup de doctorants, celui de manquer d'expérience. Donc, j'ai celui de l'âge, d'être à la fois senior, mais de rechercher un emploi dans un secteur, donc celui du grand âge où je serai junior. Et je dirais bien qu'il y a déjà dans cette démarche de doctorat à 55 ans un aspect un peu militant qui concerne les femmes en emploi à cette période-là de la vie. J'ai envie de faire passer le message aux recruteurs, notamment des atouts qui sont les nôtres. Et par exemple, je me sens toujours curieuse, toujours entreprenante, mais plus prudente et plus patiente, comme disait Arnaud aussi. J'ai moins d'initiatives qui partent dans tous les sens. Mais ce qu'il faut bien, je redis bien, c'est que je suis fonctionnaire et c'est un luxe qui me permet cette démarche sans doute un peu hors norme qui limite mon incertitude. Je vais vraisemblablement, alors moi aussi j'ai commencé de réfléchir, je suis en première année au bout de 3 ans, j'ai plusieurs pistes, mais notamment celle assez naturelle, on va dire, de retrouver quelque chose dans la fonction publique, que ce soit territoriale ou fonction publique d'État. Et puis, je fais beaucoup de démarches et de formations pour me projeter donc dès maintenant dans ce retour à l'emploi. Je trouve que les formations doctorales sont variées, je les trouve riches. Je pense à Compédoc, par exemple, avec les outils comme le portfolio, un accompagnement par des consultants. Pour moi, c'est une consultante de l'APEC.
Et puis Consuldoc aussi pour une formation en conseil, je me dis que ça sera un plus après. Ouais. Alors bon, tous ces noms que tu donnes, moi je les connais parce que je suis à l'université de Lille, mais je suis pas sûr que tout le monde les connaisse. Je suis sûr que ça marche Ah oui. partout en France, mais je vois ce que tu veux dire. T'as accompagné, il y a plusieurs événements du collège doctoral qui te permettent de mieux appréhender ta carrière après thèse, et donc du coup c'est comme ça que tu peux te projeter. Oui, Voilà. c'est ça. Super. Alors maintenant, pour terminer proprement l'épisode, moi je propose que chacun donne un conseil à n'importe quelle personne qui voudrait se lancer maintenant dans un doctorat après des années de salariat. Quelqu'un qui hésiterait, tu voyais. Alors, on peut commencer par exemple par Jihan. Je dirais d'écouter ses tripes. C'est pas anodin que l'idée nous traverse l'esprit de démarrer le doctorat, de s'écouter, de se faire confiance. Très bien, ça c'est bien résumé ça. J'aime beaucoup le petit conseil en une phrase, synthétique et sympathique. On peut passer à Inès. Bah, du coup, j'allais dire la même chose que Jeanne. Euh, je vais dire qu'il faut commencer à construire une espèce de constellation de connaissances vers quelque chose qui pourrait devenir un sujet et de faire aussi cette constellation, ce network de contacts. Il faut s'y mettre dès maintenant parce que cette personne aille ou non vers un doctorat, en tous les cas, la promenade intellectuelle et entrepreneuriale du chemin, elle en vaut vraiment la peine en fait. Et moi, je pense que du coup, là, pour rejoindre ce que tu viens de dire, on peut dire, on peut inviter les personnes à aller contacter, oser contacter des chercheurs sur LinkedIn, sur Internet, par mail, ou comme vous voulez, pour leur, Complètement. pour leur demander de faire des visios avec eux ou juste échanger sur leur expérience pour voir si ça vous correspond. Complètement. Moi, c'était un conseil qu'on m'avait donné, c'était quand j'avais peur justement d'aller vers cette action. On m'avait dit, mais en fait, les chercheurs, on les contacte, personne les contacte jamais. Et moi, je savais pas. Et en fait, Oui. ça leur fait plaisir en fait de savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés par leur recherche. Faut vraiment aller vers les gens, faut oser. C'est un conseil en or qu'il faut suivre en fait. Alors après, bon, c'est vrai que parfois on peut être submergé de mails, mais voilà, la petite Ouais. technique, passer par LinkedIn, parfois justement personne n'y pense, donc vous êtes le seul potentiellement qui a envoyé un message à la personne, et donc du coup ça peut marcher. On va passer à un conseil de Arnaud. Ouais, donc moi je dirais qu'il faut faire preuve d'anticipation, hein. Donc si on veut faire en sorte que notre employeur adhère à notre projet, ben il faut créer cette relation de confiance et poser toutes les balises qui vont bien pour que dans le temps, voilà, le projet ne soit plus un sujet et qu'on puisse avancer comme ça, quoi. Faut aussi, je pense que c'est important aussi de connaître et de questionner ses motivations. Parce que, bon, ben, il n'y a rien à faire, hein, on va se faire bousculer pendant le doctorat. Il y a un gros taux d'abandon, hein, donc malgré le fait que les personnes soient vraiment brillantes, c'est vraiment une question de motivation. Et puis, il faut se faire confiance, quoi. Il faut croire en soi, en ses ressources, essayer de bien s'entourer, et puis voilà, saisir les bonnes opportunités au bon moment. Et suivre ton podcast, bien sûr. Ah, super conseil, merci beaucoup. Alors là, surtout écoutez le dernier conseil, déjà. Non mais très très bon, très bon. Ouais, je suis d'accord parce que c'est bien, c'est que vous donnez tous un conseil complémentaire, donc c'est parfait tout ça. Si on les suit tous, je pense que ça donne une bonne vision des choses. On peut finir par un conseil de Christine. Oui, alors le dernier, moi je dirais, évidemment, il ne faut pas partir sans financement, sans garde-fou, sans projet, sans réflexion, mais en tout cas, ne pas s'interdire de le faire parce qu'on se jugerait trop vieux ou trop vieille. Et je le redis, c'est un moyen vraiment de s'enrichir et d'être fertile. Et je suis persuadée que les collectifs gagnent à l'hétérogénéité et à celle liée à l'âge aussi. Ouais, ça, je pense que je te rejoins là-dessus. Vous pouvez faire un doctorat à n'importe quel âge. C'est très stimulant intellectuellement. Vous avez les capacités. Enfin, en général, c'est pas forcément un problème parce que vous pouvez, si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez vous remettre dans le bain et ça peut, voilà, ça peut être tout de suite constater si ça marche ou pas de toute façon. Et le seul point sur lequel il faut faire attention, effectivement, comme tu viens de le dire, Christine, c'est le financement. C'est le point le plus important, quoi. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cet épisode. Je pense que ça va servir à toute personne qui voudrait se lancer dans un doctorat alors que voilà, ça fait des années qu'il est dans le monde professionnel et qu'il se questionne un peu sur ce sujet. C'était un échange très enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses. C'est marrant de voir qu'en fait,
tout ce que j'aime bien dire sur le doctorat, en fait, ça se reflète un peu dans le monde professionnel et du coup, ça il y a une sorte de miroir de ce qui se passe dans votre thèse par rapport à moi, ce que j'imaginais de ce qui se passe dans l'après-thèse pour les doctorants. Voilà, donc c'était très agréable. J'espère que vous avez aimé aussi l'échange. Et à mon avis, là, les auditeurs ont beaucoup d'informations pour s'ils se posent des questions à ce sujet. Donc merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. toi. Merci à Merci. vous. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.